Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. La nuit a été agitée au Palais du Luxembourg. Les sénateurs ont adopté hier soir la proposition de loi Pradié sur les violences au sein de la famille, mais la séance s'est mal passée. Pourtant, tout avait bien commencé. Cette proposition de loi vient d'un député LR, Aurélien Pradié. Elle a été votée dans un large consensus le mois dernier à l'Assemblée nationale. Et hier soir, symbole fort, le président du Sénat siégeait dans l'hémicycle. Deux mesures phares dans ce texte. Il vise à généraliser le bracelet anti-rapprochement qui permet de géolocaliser en temps réel l'auteur de violence et de déclencher une alerte s'il se rapproche de la victime. Deuxième mesure qui vise à renforcer, vous le voyez, la mise en place des ordonnances de protection des femmes victimes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Ces mesures ont bien été adoptées hier au Sénat, mais dans une ambiance délétère, la gauche a décidé de quitter l'hémicycle pour dénoncer les conditions d'examen de cette proposition de loi. On va revivre tous ces moments forts ensemble dans l'hémicycle. Ces extraits ont été préparés aujourd'hui par Louis Mollier-Sabet et Alice Bardot. Nous avons maintenant 10 amendements en discussion commune. Le 101 rectifié, Madame Josiane Costes. Président. Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues, cet amendement est à lire en complément de l'amendement 102 dont on discutera ensuite. L'ordonnance de protection est une invention législative récente, très ingénieuse, qui consiste à doter le juge des affaires familiales d'une palette de prérogatives pour répondre à une situation de danger pour une personne victime de violence au sein de son couple. Selon les données disponibles, dans un cas sur deux, la demande d'ordonnance serait rejetée, en partie du fait de la difficulté d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger. Le législateur, compte tenu des moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales, s'est en effet montré très précautionneux dans sa rédaction, ce qui rend l'ordonnance plus difficilement applicable. Nous considérons donc qu'afin de mieux protéger les éventuelles victimes, l'ordonnance de protection puisse être plus facilement délivrée en supprimant la référence aux raisons sérieuses afin de laisser une plus large interprétation au juge. En contrepartie de cet élargissement, nous serions toutefois favorables à ne pas multiplier les moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales par le biais de l'ordonnance de protection et de ne pas étendre le recours du bracelet anti-rapprochement à ce cas de figure précis. Comme cela a été dit en commission, les juges aux affaires familiales ne sont pas des spécialistes des mesures restrictives de liberté et pourraient éprouver des réticences à les prononcer. En outre, du fait de la nature hybride de l'ordonnance de protection, la procédure qu'il est proposé d'instaurer n'offre pas à la victime la garantie formelle d'un éloignement. Admettons par exemple que l'auteur présumé de violence refuse le port du bracelet anti-rapprochement et qu'il soit condamné à l'effraction prévue par ailleurs. A-t-on la certitude que cette infraction sera automatiquement prononcée et exécutée ? Sera-t-il effectivement incarcéré? Pour combien de temps? Et qu'adviendra-t-il le cas échéant à sa sortie de prison? Nous vous proposons donc un nouvel équilibre de l'ordonnance de protection fondé sur un élargissement de son application en moyens constants pour le juge. Je vous remercie. Merci. L'amendement 1 rectifié bis, Madame Laure Darcos. Merci Monsieur le Président. Ce présent amendement vise à réduire le délai d'édiction de l'ordonnance de protection de 6 à 3 jours, soit 72 heures, afin de tenir compte de l'urgence qui s'attache à la protection du conjoint, victime et, le cas échéant, des enfants du couple. Bien évidemment, j'ai entendu tout ce qui a été dit lors de la discussion générale. Je sens bien que ce délai de 3 jours est absolument impossible à tenir, mais vous comprenez que c'est un amendement d'appel, parce que l'urgence, même à 3 jours, quand la personne est en danger, c'est déjà trop. C'est des questions d'heures. Donc les 6 jours, c'est pour ça que je reprends ce qu'a dit notre collègue de la Gontrie tout à l'heure. En effet, il faut trouver le moyen le plus efficace pour que les 6 jours soient appliqués définitivement et pas 1 heure de plus. Donc, je voulais quand même déposer cet amendement et il a été très largement cosigné, mais je voulais vous dire que c'était un amendement d'appel. Merci. L'amendement numéro 29, Madame Laurence Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Je l'ai un peu souligné dans ma prise de parole tout à l'heure. Cet amendement vise à garantir des délais plus souples, répondant mieux à la nécessité de mise en sécurité durable et efficace d'une femme victime de violence.
Nous nous inscrivons dans une démarche de principe de précaution et c'est la raison pour laquelle nous proposons de réduire les délais à 6 jours maximum, mais à compter de la requête de la victime, ce qui, à notre avis, va accélérer également la fixation et la date même de l'audience. Il est parfois question, rappelons-le, d'urgence vitale pour les victimes et il nous semble donc que notre amendement va aider. Merci. Le 57 rectifié, Madame Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement a vocation à ce que soit précisé que dans les violences alléguées doivent figurer également les violences psychologiques. Pourquoi ? On pourrait penser que de toute façon elles sont d'ores et déjà incluses, sauf que il s'avère que le juge a tendance à ne retenir que les violences physiques. Or, on le sait très bien, et le Sénat a eu suffisamment l'occasion de travailler sur la question des violences faites aux femmes pour savoir que la question des violences psychologiques sont tout aussi importantes. Voilà l'objet de cet amendement. Merci, Madame de La Gontrie. Vous pouvez présenter le suivant, le 56 rectifié. Alors, le 56 rectifié, il a vocation à ne plus rendre cumulatives les conditions de violence et de danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait les deux, cumulés, violence et danger. Or, les deux peuvent être distincts. Il peut y avoir violence et il peut y avoir danger sans qu'il y ait violence. Donc, nous souhaitons que l'ordonnance de protection, en tout cas la saisine du juge aux affaires familiales, puisse se fonder sur des faits qui se fondent uniquement sur la violence ou uniquement sur le danger. Merci. Le 2 rectifié bis, Madame Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. Le présent amendement vise à modifier la loi afin de corriger la pratique jurisprudentielle qui tend à ce que les ordonnances de protection soient refusées au motif de l'absence de danger lorsque les époux, concubins ou conjoints ne vivent plus ou pas sous le même toit. Les statistiques démontrent en réalité que les homicides ont lieu, y compris lorsque les époux, conjoints ou concubins ne vivent plus ensemble. Merci. Le 23, Madame Françoise Cartron. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, l'objet de cet amendement prévoit l'intervention du juge des libertés et de la détention afin que puisse être prononcée à titre présententiel, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la mesure électronique mobile anti-rapprochement. Un tel dispositif, par essence attentatoire aux libertés individuelles, ne pouvant être confié au juge des affaires familiales, même si dans le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale est prévu l'accord du défendeur, de sorte justement à éviter ce type de remarques. Donc voilà le motif de cet amendement. Merci. Le 8 rectifié bis, Madame Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. S'il est admis que la mesure du bracelet anti-rapprochement puisse être prononcée à titre présententiel dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en revanche, il n'est pas acceptable qu'un tel pouvoir soit confié au juge aux affaires familiales et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale. Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d'une procédure civile où il n'est question que de violence alléguée. Il s'agit d'une prescription attentatoire aux libertés individuelles qui doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l'intéressé. Merci. Le 63 rectifié, Madame Marie-Pierre de La Gontrie. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais dire que je suis un petit peu, désarçonné, même si je comprends que c'est l'application du règlement, du fait que nous traitions du coup à la file des amendements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, sauf à se trouver dans le même article. Mais je vais présenter l'amendement qui a été d'ailleurs rapidement présenté par deux de nos collègues. J'ai rappelé tout à l'heure le fait que le bracelet anti-rapprochement que j'ai décrit pouvait donc être décidé par un juge aux affaires familiales, sachant qu'il fallait recueillir l'accord du défendeur pour qu'on ne se trouve pas devant un problème constitutionnel d'atteinte à la liberté d'aller et venir, puisque nous sommes en phase présententielle. La difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que les ordonnances de protection sont finalement des outils qui sont assez peu utilisés par les juges aux affaires familiales, que nous sommes dans un délai très court et que nous sommes dans un moment où, au fond, le juge ne peut se fonder que sur les allégations de la victime présumée et doit prendre cependant une décision extrêmement préjudiciable, au sens classique du terme,
au défendeur. Sachant que le juge aux affaires familiales n'a pas cette compétence-là d'ordinaire. Il n'a pas la compétence d'instaurer des mesures restrictives de liberté de cet ordre. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté de concept et qu'on devrait se rapprocher de la compétence du juge pénal. À ce stade, bien que nous en ayons discuté en commission, le sujet n'a pas été plus avant creusé, mais une proposition est faite qui nous a été proposée notamment par le Conseil national des barreaux et qui propose que lorsque le juge aux affaires familiales se propose de demander un bracelet anti-rapprochement, il saisit le ministère public, qui peut du coup demander au juge des libertés et de la détention, c'est son métier, de statuer sur la pose de ce bracelet anti-rapprochement. Ainsi, nous aurions d'une part la préservation du rôle habituel du JAF, du juge aux affaires familiales, ensuite l'intervention nécessaire du parquet, dans un domaine où on voit bien que ça a sa logique, et enfin le recours au juge des libertés et de la détention, qui lui-même est compétent dans ce type de domaine, notamment ensuite la vérification du respect de l'interdiction posée, etc., etc. Voilà pourquoi ce dispositif est proposé et que je me suis permis de le défendre un peu en détail dans un panel d'amendements un petit peu divers. Merci. Ils sont divers parce que si l'un d'entre eux est adopté, il ferait tomber les autres. Ce sont des regroupements des fois un petit peu compliqués sur le plan technique. Dernier amendement en discussion commune, Madame Laurence Cohen. Madame Bruno. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est un amendement qui porte sur la mesure du bracelet anti-rapprochement qui peut être prononcé à titre pré-sententiel, dans la même veine que l'intervention de notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie. Du point de vue des victimes, auxquelles nous pensons prioritairement, ce dispositif nous pose déjà question, tant il paraît contestable de maintenir quelque lien que ce soit entre la victime et le conjoint violent, d'autant plus que nous ne savons pas quelles sont les modalités précises du dispositif. Mais d'un point de vue purement juridique, ce dispositif pose également question dans la mesure où les placements sous surveillance électronique relèvent aujourd'hui de la compétence dévolue au juge pénal et dans le cadre de la procédure pénale. Avec cet article, le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l'ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l'auteur présumé de violence conjugale, alors que l'affaire n'aura pas encore été jugée au fond, mais en urgence. Nous considérons, pour notre part, qu'une telle mesure, aussi attentatoire aux libertés individuelles, doit être prononcée par le juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l'intéressé. C'est également ce que relève le Conseil national des barreaux, pour qui le JAF ne saurait ordonner, entre guillemets, une telle mesure alors que le dispositif est prévu dans le cadre d'une procédure civile où il n'est question que de violences vraisemblables. En résumé, cette mesure ne peut être prononcée en dehors de toute poursuite pénale. C'est pourquoi nous proposons que lorsque l'interdiction a été faite à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le JAF, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, le même juge avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement. Il s'agit d'être rigoureux en matière de telles sanctions, surtout lorsqu'elles sont prononcées à titre sententiel. Les grands principes de notre droit doivent demeurer, quelle que soit la gravité du sujet traité. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission sur ces 10 amendements. Merci, Monsieur le Président. Donc,
comme c'est une discussion commune, je vais donner l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements. L'amendement 101 rectifié de Madame Coste a donc deux objets. En premier lieu, il vise à assouplir les conditions de délivrance de l'ordonnance de protection en supprimant les raisons sérieuses sur lesquelles le juge doit aujourd'hui se fonder pour estimer si les faits de violence allégués sont vraisemblables. Cela ne semble pas du tout opportun car l'ordonnance de protection n'est qu'une mesure provisoire qui est adoptée au terme d'une instruction très réduite. La décision du juge civil repose sur la plausibilité des violences et du danger. Dès lors, il est primordial d'exiger qu'il se prononce sur la base d'éléments sérieux au risque de porter gravement atteinte à la présomption d'innocence qui est le fondamental de notre droit. Donc nous sommes opposés à la suppression du critère des raisons sérieuses. En second lieu, ce même amendement 101 rectifié vise à supprimer le bracelet anti-rapprochement en matière civile lorsqu'il est prononcé par le JAF. D'autres amendements traitent également du même sujet du bracelet anti-rapprochement sans supprimer le dispositif. Les amendements 8 de Madame Darcos, 63 de Madame de La Gontrie du groupe socialiste, 23 de Madame Cartron et du groupe Les Républicains en Marche, ainsi que l'amendement 31 de Mesdames Cohen et Benbassa tendent à faire intervenir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention dans la procédure. Ces amendements diffèrent sur certains points. Les amendements 8, 63 et 31 prévoient le consentement de la victime au dispositif, alors que le 23 ne le prévoit pas. Donc je comprends tout à fait ces réflexions. Le dispositif soulève en effet des interrogations à la fois juridiques et pratiques. Toutefois, nous pensons que l'intervention du juge des libertés et de la détention dans le prononcé de la mesure ne constituerait qu'une garantie d'affichage, puisqu'au final, le cadre juridique ne serait toujours pas celui d'une procédure pénale. Dès lors, si le JLD pourrait se passer du consentement du défendeur pour ordonner le port du bracelet, la pose du bracelet elle-même ne pourrait être effectuée sans son consentement, au risque que la mesure soit clairement inconstitutionnelle. Donc le dispositif se heurterait à la même impasse, si j'ose dire, que le texte de la PPL. Quelle serait l'alternative? En matière pénale, cela peut être l'incarcération, mais à l'évidence, en matière civile, il n'y en a pas. Donc au final, nous estimons que les bénéfices de ce nouvel outil, dont l'objectif est d'assurer une protection accrue des victimes de violences conjugales, ainsi que les conditions sont prononcées par le JAF, qui ne peut se passer du consentement du défendeur, permettaient de surmonter les obstacles juridiques du principe. Il appartiendra ensuite aux juridictions de se saisir de ce nouvel outil pour lui donner toute sa portée. Je rappelle d'ailleurs que la délivrance d'une ordonnance de protection ne peut in fine se substituer à la voie pénale, seule voie efficace pour assurer la répression des infractions. Donc c'est un avis défavorable à ces amendements 101, 8, 63, 23 et 31. L'amendement 1 de Laure Darcos tend à réduire à 3 jours le délai dans lequel l'ordonnance de protection est délivrée. Donc c'est calqué sur le modèle espagnol. Ce délai de 72 heures semble toutefois très court pour permettre aux juridictions de se prononcer en respectant les exigences du contradictoire. En effet, la comparaison qui est faite régulièrement avec le modèle espagnol n'est pas complètement pertinente chez nous, puisque l'Espagne a créé des juridictions spécialisées en matière de violence conjugale, nous y viendrons peut-être, Madame la garde des Sceaux, qui sont composées de juges disposant de prérogatives en matière pénale et civile. Toute tentative de transposition se heurte donc à des difficultés un peu lourdes auxquelles la PPL a tenté de remédier en imposant un délai de 6 jours déjà beaucoup plus court que le délai moyen actuel de 42 jours. Donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement numéro 29 de Mesdames Cohen et Benbassa tend à fixer le point de départ du délai de 6 jours dans lequel doit être délivrée l'ordonnance de protection à compter de la saisine du JAF. Donc je comprends bien sûr complètement votre idée qui était aussi celle de l'auteur de la PPL au départ, mais ce délai semblait objectivement peu réaliste eu égard à la pratique judiciaire telle qu'elle a été présentée lors des auditions, ce que nous avons pu entendre, qu'il s'agisse à la fois des magistrats ou des représentants des associations de victimes. Donc la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet de conserver ce délai de 6 jours tout en laissant aux magistrats une plus grande souplesse dans la détermination du point de départ du délai. Donc nous préférons rester au texte adopté par la Commission, avec un avis donc défavorable sur cet amendement. En ce qui concerne le 56 de Marie-Pierre de La Gontrie, des membres du groupe socialiste et républicain, il vise à rendre alternatives et non plus cumulatives les conditions de faits de violence allégués et de danger pour la délivrance d'une OP. Or, il est important que le magistrat évalue la notion de danger de la victime potentielle de violence conjugale afin de prononcer ou requérir certaines mesures de protection, telles l'éviction du domicile du conjoint ou l'interdiction de contact. Là encore,
comme les raisons sérieuses, entre guillemets. La protection d'une personne caractérisée comme étant exposée à un danger permet d'assurer la proportionnalité de mesures attentatoires aux libertés prononcées dans un cadre civil. En outre, comme l'indique le guide publié par la chancellerie, auquel Madame la garde des Sceaux a fait référence tout à l'heure en juillet dernier sur l'ordonnance de protection, la violence vraisemblable constitue un danger déjà en tant que tel. Le danger s'apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de danger actuel. Donc c'est un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement numéro 57 vise à inclure les violences psychologiques parmi les violences alléguées susceptibles de justifier la délivrance d'une OP. Ce souhait est déjà satisfait par le droit en vigueur. Les violences visées à l'article 515-11 du Code civil font écho aux diverses incriminations du Code pénal. Dès lors, la définition actuelle des violences inclut bien les violences psychologiques mentionnées à l'article 222-14-3 du Code pénal. À cet égard, le guide de la chancellerie mentionne explicitement les violences psychologiques avec les violences sexuelles ou physiques comme susceptibles de relever de cette ordonnance. Donc l'effet en plus serait contre-productif puisque dès lors on énumère des catégories au risque d'en oublier ou de créer des a contrario. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable car il est satisfait par le droit en vigueur. Enfin, l'amendement numéro 2 de Laure Darcostan a précisé que l'ordonnance de protection peut être délivrée même si le couple ne cohabite pas. Son intention est satisfaite par l'article 1er bis par lequel la commission des lois a modifié l'article 515-10 du Code civil. Donc c'est une demande de retrait car il est satisfait. Je suis donc défavorable à ces amendements qui me semblent générer une source inutile de complexité. Je terminerai simplement en disant que l'ordonnance de protection, c'est évidemment un outil extraordinairement précieux. Mais il ne faut pas oublier, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, que si une femme est victime de violences, ou si elle craint des violences, ou s'il y a des raisons de grave danger, moi, ce que je lui conseillerais, c'est tout de même de porter plainte d'abord, c'est-à-dire d'aller au pénal. Et là, je vous rappelle qu'on a une réponse qui peut être en 48 heures, en comparution immédiate. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et dès lors, ça ouvre un délai de 6 jours pour l'ordonnance de protection. L'urgence n'est pas exactement la même. Donc attention, ne confondons pas les deux choses. L'ordonnance de protection, elle est faite pour organiser la vie familiale dans un cadre où il y a des violences vraisemblables et un danger. Mais si vraiment il y a urgence sur ce danger, n'oublions pas la voie pénale qui permet au juge de donner une réponse encore plus rapide, encore une fois par la voie de la comparution immédiate ou d'autres systèmes. Voilà ce que je souhaitais préciser. Merci Madame la Ministre. Alors sur l'amendement 101, je suis saisi d'une demande de scrutin public par la Commission. Donc pas d'explication de vote. Donc, je rappelle 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Oui, Madame de La Gontrie, j'en prie. Pour une explication de vote rapide, vous l'avez dit tout à l'heure et je vous en remercie, si nous adoptions cet amendement, tous les autres tomberaient. Et cet amendement a la particularité notamment, enfin je me permets de le souligner, de faire tomber tout le dispositif présententiel du bracelet anti-rapprochement. Et c'est pour cela que, pour notre part, notre groupe ne votera pas cet amendement. Merci. Comment ? Oui, mais si la Commission le maintient, vous maintenez le scrutin public au niveau de la Commission, Madame la rapporteure. Vous me le dites simplement. Scrutin public, puisque des collègues ont annoncé qu'ils ne prendraient pas part au vote. Merci. Bien. Donc, je mets aux voix donc, le scrutin public qui est retiré. Donc, je mets aux voix l'amendement 101 avec 2 avis défavorables, un de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, abstention, donc il n'est pas adopté. Nous avons maintenant 3 amendements en discussion commune. Le 60 rectifié. Madame Laurence Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Oui,
Je vous rappelle que dans les amendements précédents, on a décidé que le juge était compétent pour examiner toute une série de dispositions de l'ordonnance de protection et qu'il n'était pas déjà systématiquement obligé de se prononcer sur chacune. Je rappelle ça parce que là, nous introduisons avec cet amendement un alinéa supplémentaire, un item supplémentaire qui est que le juge est aussi compétent pour examiner la suspension de l'autorité parentale pendant l'ordonnance de protection. Pourquoi une suspension de l'autorité parentale pendant l'ordonnance de protection? Parce que tous ceux qui connaissent les dossiers et la nature, le mécanisme des violences faites aux femmes, savent que les enfants sont une pièce majeure du dispositif de violence post-séparation. C'est-à-dire, et en particulier, la coéducation, l'autorité parentale conjointe, tout ce qui relève des décisions concernant les enfants, des contacts avec les enfants. Comme l'ordonnance de protection est une décision provisoire, est une mesure provisoire, nous proposons donc d'y assortir une autre mesure provisoire, qui est la suspension de l'autorité parentale, ce qui permettrait de confirmer, de renforcer l'étanchéité qui a pu être prononcée par le juge par des mesures d'éloignement, d'éviction du conjoint, d'interdiction de paraître, et pour que les enfants ne soient pas un prétexte pour contourner les interdictions de paraître, les interdictions de rencontre ou de fréquenter des lieux dans lesquels la victime se présente. L'école et les alentours de l'école étant souvent un lieu qui permet de s'approcher et de continuer de harceler la victime. Merci. L'avis de la commission. Ah, c'est en discussion commune, pardon. C'est vrai que j'ai un autre amendement. Donc le 122 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, merci. C'est toujours pareil. Là, je vous demande de supprimer l'obligation de motivation spéciale, cette fois-ci concernant le refus de prononcer l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre. Merci. Le 117 rectifié en discussion commune, Madame Marescarrère. Merci, Monsieur le Président. Lorsque des violences existent au sein d'un couple, il n'est malheureusement pas rare que cette violence atteigne les enfants, soit indirectement, du fait de leur rôle de témoin, soit directement, en étant eux-mêmes victimes de coups. En outre, tous les rapports d'expertise établissent un lien clair entre la violence subie au moment du développement d'un enfant et son futur comportement d'adulte. Sans que ce lien ne soit pas une causalité absolue, il est courant que les enfants élevés dans des contextes familiaux violents deviennent à leur tour des adultes violents ou violentés. Pour tous, y compris ceux parvenant à s'extirper de climats relationnels violents, l'accès à la parentalité est difficile par peur de reproduire ces schémas, justement. En mai 2018, 3 inspections, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de la justice et l'inspection générale de l'administration, ont produit un rapport suite à la mission sur les morts violentes d'enfants au sein des familles. Parmi leurs recommandations, la recommandation numéro 10 du rapport propose de renforcer le suivi par le juge des rencontres intermédiaires entre parents et enfants quand le climat familial est violent, en prévoyant une obligation de compte rendu. Tel est donc l'objet de cet amendement appliqué au seul cadre de l'ordonnance de protection. Merci. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement sur ces amendements. L'avis de la commission, pardon, sur ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Donc, en discussion commune, l'amendement 60. Nous allons commencer par l'amendement 60 qui tend à permettre au JAF d'examiner la suspension de l'autorité parentale dans le cadre de l'ordonnance de protection jusqu'à ce que le juge ait statué au fond sur ces modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée. Le juge peut déjà se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre de l'ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de la dite autorité. C'est l'article 378-1 du Code civil. L'ordonnance de protection est en outre déjà un jugement au fond, même si les mesures sont provisoires. Donc la suspension de l'autorité parentale n'est en outre, en l'état, pas défini juridiquement, ce qui ne permet pas de cerner les effets d'un tel dispositif, ce qui explique notre avis défavorable. L'amendement 122 du gouvernement tend
comme les deux précédents, à supprimer la surmotivation. Donc, c'est toujours un avis défavorable. L'amendement 117 de Madame de Gencoste à permettre au JAF de solliciter un compte-rendu des détails des rencontres entre parents et enfants lorsqu'il leur donne un droit de visite dans un espace de rencontre ou avec l'assistance d'un tiers de confiance. Je comprends bien la bonne intention de cet amendement, mais cette disposition, elle n'apparaît pas très opérationnelle. Qui va rédiger le compte-rendu? Que va-t-il contenir? Quelle va être la conversation entre le parent, l'enfant? Le juge, en revanche, peut entendre l'enfant et le tiers de confiance qui assiste à ces visites afin de déterminer d'éventuelles difficultés. Donc c'est une demande de retrait ou alors un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur les deux amendements 60 rectifié et 117. Sur le 60 rectifié, j'aurais le même raisonnement que Madame la rapporteure, c'est-à-dire qu'il me semble que l'objectif visé par l'amendement est d'une certaine manière déjà satisfait par l'écriture actuelle de l'article 515-11. Par ailleurs, j'ajoute que c'est un sujet qui est actuellement traité dans le cadre du Grenelle des violences conjugales et que mon collègue Adrien Taquet réfléchit sur ces sujets de modalités d'exercice de l'autorité parentale et des évolutions seront peut-être proposées à l'issue du Grenelle. Sur l'amendement 117 présenté par Madame Coste, il me semble que votre demande est en réalité déjà satisfaite puisque l'article 1180-5 du Code de procédure civile prévoit déjà que dans tous les cas où un droit de visite est fixé dans un espace de rencontre, la personne gestionnaire de la structure doit signaler au juge immédiatement les difficultés dans la mise en œuvre du droit de visite. Alors ce n'est pas exactement ce que vous demandez, mais il me semble que l'effet est ici le même. Et d'ailleurs, en fonction de ce qui est signalé, le juge peut modifier sa décision initiale sur demande des parties ou même d'office, ce qui est une exception aux règles ordinaires. Donc l'esprit de votre amendement est déjà satisfait et je serais heureuse que vous le retiriez. Merci. Merci. Donc, on va mettre au vote le 60 rectifié, mais une demande d'explication de vote, Madame Laurence Cohen. Oui, moi j'entends bien les explications sur le 60 rectifié et de Madame la rapporteure et de Madame la ministre. Mais quand même, je suis particulièrement inquiète par ces explications. Pourquoi ? Parce que je considère, comme l'ensemble de mon groupe, que quand on est un mari violent, on ne peut pas être un bon père. Cette idée-là a beaucoup cheminé. Moi, je suis orthophoniste. Quand au début je défendais cette idée professionnellement, ça passait pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues par la véracité de cette affirmation, non pas parce que c'est une affirmation, mais parce que on voit bien que les enfants constituent effectivement un chantage et que bien souvent les drames surviennent au moment où il y a changement de parents de garde. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons toutes et tous constaté. Et là, cet amendement fait une proposition. Nous verrons un peu plus tard que nous avons, nous, un amendement où on demande la suspension vraiment totale, le retrait de l'autorité parentale quand il s'agit de pères violents. Et on voit que les explications, c'est de nous dire « mais c'est déjà dans le code ». Ah bon ? Bah ça ne protège pas, hein. Donc il faudrait renforcer le code. Et ou deuxième explication, « ah mais vous inquiétez pas, sénatrices et sénateurs, législateurs, vous allez attendre ce qui va sortir du Grenelle parce qu'on a déjà pensé tout pour vous et donc ça va être bon ». Donc en fait, soit on n'a pas compris le code et tous les cas de féminicide qui, malheureusement, défraient l'actualité, bah, c'est un hasard. Soit alors, il faut qu'on soit en toute confiance face au gouvernement qui, effectivement, fait son travail et on aura peut-être des éléments en novembre ou plus tard, c'est-à-dire qu'il peut encore y avoir pas mal de drames. Donc, moi, je considère que ces arguments-là ne sont absolument pas convaincants. Merci. Explication de vote, Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Je crois que on a un problème de cohérence ce soir. Parce que le gouvernement se trouve ici exactement au nœud de sa contradiction par rapport au calendrier qu'il a choisi, y compris avec le fait d'annoncer qu'un nouveau texte serait déposé après
les annonces du Grenelle. Pourquoi? Et là, je me permets de m'adresser à Madame la garde des Sceaux. Le 3 septembre dernier, Madame la ministre, le 3 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé qu'allait être envisagée la possibilité de la suspension de l'autorité parentale dans le cas de violence conjugale. Ce n'est pas un sujet anodin, évidemment, parce que si on fait un petit peu d'histoire, dans les années 70, seuls les pères avaient l'autorité parentale sur les enfants. Les choses ont évolué, pas que dans ce domaine-là, bien heureusement. Les deux parents ont eu l'autorité parentale. Nous sommes maintenant en 2019. Et ce que proposait le Premier ministre le 3 septembre, c'était un point d'avancement supplémentaire. C'est-à-dire que là où jusqu'à présent, ce sont les droits des parents qui primaient sur la situation de l'enfant, on allait enfin considérer que les droits de l'enfant pouvaient primer sur la situation des parents. On est dans un domaine de violence conjugale. Personne ici ne pense que les violences conjugales n'ont pas d'effet sur les enfants. Personne ne pense plus qu'un père violent peut être quand même un bon père. Donc, un mari violent, mais un père en l'occurrence. Donc, cette question de suspension, il ne faut pas confondre autorité parentale, contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, c'est toutes ces choses-là financières. Non, il s'agit de savoir si le père présumé violent va donc avoir le droit de regard sur le mode de vie et prendre des décisions, conjointement ou pas d'ailleurs avec la mère, sur l'enfant mineur. Donc ce n'est pas anodin. Nous sommes donc dans une période transitoire où, de manière provisoire, la suspension de cette autorité parentale peut, alors pour le coup, Madame la garde des Sceaux, ce n'est pas une obligation, peut être examinée et ordonnée par le juge aux affaires familiales. C'est pour ça que j'attire votre attention, c'est une novation juridique. C'est, Madame la garde des Sceaux, en ligne totalement avec ce qu'avait annoncé le Premier ministre, donc je m'étonne de votre frilosité. Et si c'est simplement parce qu'il faut attendre que M. Taquet ait fini son travail, sachant que le Premier ministre a déjà annoncé les conclusions du travail le 3 septembre, c'est à n'y plus rien comprendre. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir eu la bienveillance de me laisser expliquer un peu longuement ce point. Mais voilà pourquoi je pense qu'il faut examiner cette décision de manière très lucide. Merci. Madame Michèle Meunier. Merci, Monsieur le Président. Oui, à mon tour d'abonder dans ce domaine. Et si j'en crois à la proposition de loi, c'est agir pour les violences au sein de la famille. Donc, Madame la Ministre, vous entendre encore à nouveau dire on va réfléchir, ce n'est vraiment pas entendable. S'il y a une chose est sûre en termes de violence conjugale, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas penser la présence des enfants et de les considérer comme des victimes. Ce qui, encore ces dernières années, n'était absolument pas le cas. Dans le cadre de victimes de violences conjugales, on ne pensait pas, on ne s'occupait pas des enfants qui étaient là. Donc je défends évidemment l'article 60 rectifié, l'amendement, puisque je suis signataire, et je voudrais aussi défendre le 117 rectifié. Je suis nantaise et je me rappelle avec encore toute l'acuité et le drame que ça a pu représenter à la fois pour les professionnels de la justice, mais aussi les professionnels du social. Le drame en 2015 qui a connu donc Nantes avec un éducateur qui s'est fait tuer à la place de la femme qui venait en visite médiatisée, et la petite de 3 ans a tout entendu, tout vu. Et est-ce qu'on peut penser que le mari violent qui a été évidemment inculpé puisse garder l'autorité parentale alors qu'il a atteint et qu'il voulait tuer son ex-femme? Donc je défends l'amendement 117 rectifié présenté par Madame Coste. Merci. Madame Annick Billon.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors moi je vais juste revenir, mais je pense que ça a été extrêmement bien développé par différents collègues juste avant, sur le 60 rectifié. Je pense également que le calendrier n'est forcément pas idéal. Cette proposition de loi arrive quelques semaines avant les conclusions du Grenelle qui forcément amèneront un texte législatif. Mais si on écoute les arguments de Madame la Ministre, on n'étudie plus aucun article. Donc bien entendu, je suis favorable à cet amendement et les arguments concernant la suspension de l'autorité parentale dans le cadre de l'ordonnance ne m'ont pas convaincue. Si c'était le cas, elle serait utilisée de manière beaucoup plus efficace et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important de préciser le texte. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jacques Bigot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, je pense que, et mes chers collègues surtout, Madame la Ministre nous a dit au début de l'examen de ce texte que l'urgence du texte par rapport au projet de PPL que les marcheurs veulent déposer à l'Assemblée nationale après le Grenelle, c'est d'avoir l'ordonnance de protection améliorée, entre autres, et les mesures notamment du bracelet électronique, du bracelet de distance. Voilà que maintenant, sur l'exercice de l'autorité parentale, on a un doute. Imaginez-vous que le juge prenne cette mesure qui empêche le père violent, le mari violent, de s'approcher du domicile où se trouve la mère avec les enfants, qu'il puisse aller à l'école parce qu'il exerce l'autorité parentale, voir les enseignants, qu'il n'y ait pas une mesure de suspension de cette autorité parentale. C'est un complément indispensable qui est nécessaire dans le cadre de mesures provisoires. Le juge sera amené très peu de temps après, peut-être après une médiation, à trouver les solutions pour qu'effectivement des relations entre les enfants et leur père puissent reprendre dans un contexte clair et rassurant pour tout le monde. Mais la mesure est urgente, elle est provisoire, c'est ça le but que nous recherchons, et on vient nous dire non, non, on va s'arrêter là, c'est-à-dire que les relations entre la femme et le mari violent, le père violent, devront être cessées, toutes les mesures de protection sont là, mais néanmoins, ils vont continuer à exercer l'autorité parentale conjointement. Ce n'est pas possible. On ne demande pas la suppression de l'autorité parentale conjointe. On demande la suspension de cette mesure jusqu'à ce qu'une décision sérieuse, au fond, puisse être prononcée. C'est une mesure provisoire de protection. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas l'accepter et je vous exhorte d'accepter cet amendement. Merci. Madame Laurence Rossignol. Est-ce que vous connaissez ce sentiment qu'on a parfois d'avoir déjà vécu la même scène, le même dialogue, avec les mêmes protagonistes au même endroit? Oui, c'est pas un court-circuit du cerveau, me souffle Marie-Pierre de la Gontrie, c'est une certitude. Il y a un peu plus d'un an, nous étions là, Madame la garde des Sceaux, Madame Belloubet était à la même place, Madame Marie Mercier était à la même place que celle où elle est aujourd'hui, Monsieur François-Noël Buffet remplaçait Philippe Bas quand il était obligé d'absenter, et il y avait à peu près les mêmes sénateurs et sénatrices, et nous parlions du projet de loi sur la prévention des violences sexuelles faites aux enfants. Et nous avons essayé à l'époque de vous expliquer que le dispositif que vous mettiez en place n'atteindrait pas l'objectif que nous étions fixés. Et nous avions en face de nous les mêmes certitudes, la même attitude fermée, rigoriste, le même rejet systématique de nos propositions, de nos amendements. Je me rappelle, tout était toujours sous contrôle. Je me rappelle très bien avoir une discussion sur la question de la prévention des suicides, d'avoir demandé au ministre de s'occuper des suicides des femmes victimes de violences, d'avoir proposé un amendement. On m'a répondu, Madame la sénatrice, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, tout est sous contrôle, on gère. Un an après, j'ai vu que ce sujet-là venait dans le Grenelle, ce qui voulait dire que pendant un an et demi, rien ne s'était passé. Et on recommence dans les mêmes termes et avec la même méthode. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Vous nous dites quoi? Tout est sous contrôle, on s'en occupe, c'est le Grenelle, vous inquiétez pas, on va revenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas sous quelle forme.
On ne connaît rien de vos procédures législatives. Elles sont totalement hasardeuses. Une fois, c'est une PPL de l'opposition, une fois, c'est une PPL de la majorité, sur commande du gouvernement, plus ou moins. Pourquoi Mme Schiappa n'est pas là ce soir, par exemple? Pourquoi vous êtes seule, Madame la garde des Sceaux? Pourquoi elle n'est pas là, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes qui pilote le Grenelle? Donc, on ne comprend rien à vos méthodes. La seule chose qu'on comprend, c'est que vous ne voulez bouger sur rien. Merci. Madame, attendez, Madame la Ministre, peut-être en conclusion, Madame Conconne. Oui, tout ce que j'ai entendu ce soir, ce sont des mesures de bon sens. Je prends l'exemple. Un père a un bracelet d'éloignement. Il peut exercer son autorité parentale. Autrement dit, la protection n'est pas allée aussi loin. Et il doit se rendre au domicile de sa victime, autrement dit de sa conjointe, son ex-conjointe, pour aller récupérer les gamins parce que, par exemple, il a la garde du week-end. Il fait comment? Vu qu'il a une mesure d'éloignement qui l'empêche de se rendre le plus près possible de sa victime. Combien de délits ont été commis sur le chemin de l'école? Combien de délits ont été commis par ces auteurs de violence devant l'école, devant les gamins? Et on veut simplement rajouter ce bouclier supplémentaire de protection et on nous dit non. Pour moi, c'est une mesure qui est tellement de bon sens, d'autant plus qu'elle est provisoire, c'est en attente des jugements, que j'avoue que je ne comprends pas. Et à certains moments, je me demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? Merci, Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que nous voterons bien sûr cet amendement. Je pense que quand même tout ce qui concerne l'autorité parentale, dans le style nous est venu, nous répétons. Il y a un rapport d'information qui parle 2006-2016, un combat inachevé contre les violences conjugales. On a eu des textes en 2010, on a eu un certain nombre de choses et c'est vrai qu'on piétine un petit peu. On peut même aller plus loin parce que certains collègues, peut-être à vous, avocats ou autres, précisent même, ils vont même plus loin dans le retrait de l'autorité parentale en disant que l'emprise, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, l'emprise, mais que les parents, donc le père qui pourrait récupérer l'autorité parentale à un moment donné, a une emprise grâce à ses enfants, par le biais des enfants, sur la femme battue, ou donc qui est sous emprise et qui a peur. Donc on a son adresse à l'école, on a son adresse grâce au numéro de téléphone et à un certain nombre de choses, les adresses internet, enfin, etc. On a vu beaucoup de ces choses-là. Et aujourd'hui, on chipote sur un retrait immédiat d'autorité parentale. Et après, on peut regarder ce que l'on doit faire ou pas. Mais là, moi, j'avoue aussi que ce remake me déplaît beaucoup. Et je voterai personnellement cet amendement, mais je pense que je ne serai pas la seule. Merci. Explication de vote, Monsieur Marc Laménie. Merci, Président, Madame la garde des Sceaux, chers collègues. On est confronté réellement à un réel dilemme. On parle de bon sens et je peux partager réellement le bon sens, mais réellement, il y a réellement urgence de trouver des solutions. Parce que, je dirais, on l'a vu, le nombre de drames, que ce soit les épouses lâchement assassinées, les enfants également, toutes les victimes, et on voit, donc je pense que le bon sens doit vraiment l'emporter et surtout trouver des solutions, parce que je crois qu'à un moment donné, ce problème est tellement crucial, cruel, et de longue date, malheureusement, je pense qu'on est quand même confronté. Alors donc, se pose quand même vraiment un problème crucial qui doit trouver réellement sa solution. Merci. Madame Sylviane Noël. Oui, merci Monsieur le Président. J'apporterai également pour ma part mon soutien à cet amendement en vous apportant le témoignage qui m'a été rapporté d'une femme victime de violences pour laquelle une ordonnance de protection avait ordonné l'éloignement du mari violent. Suite à ces violences, l'un des enfants avait été particulièrement traumatisé par toutes les scènes qu'il avait vécues. La mère avait voulu faire intervenir un éducateur spécialisé et malheureusement, elle n'a pas pu le faire puisque le père, au nom de son autorité parentale, s'y opposait. On voit donc là toutes les limites du fait de conserver pour le père violent
l'autorité parentale alors qu'il est lui-même responsable des troubles vécus par l'enfant et pour lequel cet éducateur spécialisé lui aurait été d'un grand secours. J'apporterai donc mon soutien à cet amendement. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout de même rectifier 2 ou 3 choses que j'ai entendues et qui, avec tout le respect que je vous dois, me choquent un peu. Quand j'entends « on piétine »,« on chipote »,« on prétend que tout est sous contrôle, mais rien n'est sous contrôle »,« on ne fait rien »,« à quoi sert-on » Eh bien, j'ai du Parlement, et particulièrement du Sénat, une autre vision et un respect plus profond que vous-même ne semblez le signifier. Ce que vous faites, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, c'est de voter un texte, je l'espère, qui porte sur 3 points essentiels qui, aujourd'hui, n'existent pas. L'amélioration de l'ordonnance de protection avec un délai de délivrance plus rapproché, la création d'un bracelet anti-rapprochement qui n'existe pas, mais qu'on n'a jamais expérimenté, Madame la sénatrice. Je vous entends et pardonnez-moi, je n'aime pas répondre à la volée, mais pourquoi ne l'a-t-on jamais expérimenté? Et pourquoi est-ce que j'ai souhaité, avant que Monsieur le député Pradié ne dépose sa proposition de loi, pourquoi ai-je souhaité qu'il y ait une accroche législative? Parce que ce qui avait été prévu par les textes précédents était tellement restrictif. Autrement dit, c'était uniquement un dispositif qui ne pouvait fonctionner qu'en post-sententiel. C'était tellement restrictif que son utilité était quasiment nulle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, et Monsieur le député Pradié a pu déposer une proposition de loi avant que le gouvernement ne le fasse, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'il y ait une proposition de loi qui permette une véritable réalisation de ce bracelet anti-rapprochement. Donc, cette proposition de loi que vous examinez aujourd'hui a un intérêt majeur sur les 3 points que je viens de dire, l'ordonnance de protection, le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger. Donc, ce n'est pas rien que de faire cela. C'est tout à fait essentiel. En revanche, lorsque vous évoquez les questions liées à la suspension de l'autorité parentale, c'est un vrai sujet que vous posez là. J'ai dit simplement que depuis plusieurs semaines, des groupes de travail très sérieux, avec des associations qui se sont impliquées, avec des magistrats, avec des personnes qui vraiment sont au contact des femmes en difficulté et des enfants, des groupes de travail fonctionnent. Les premières conclusions viennent d'être rendues. Le président de la République ou le Premier ministre rendront les conclusions définitives le 25 novembre. La question de l'autorité parentale est traitée très sérieusement dans ces groupes de travail. Et je rappelle qu'aujourd'hui, avec l'article que nous examinons, c'est-à-dire l'article 515-11, il est expressément précisé que le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut donc, dans ce cadre, attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un ou l'autre des 2 parents. Autrement dit, il peut attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la personne qui a été victime des violences. Et il me semble que ça correspond d'une certaine manière à ce que vous évoquez. On ne peut pas, comme cela, par une ordonnance de protection, suspendre l'autorité parentale. C'est une mesure qui est extrêmement grave et si nous le faisons, ce qui est évidemment souhaitable, et ce que le Premier ministre a annoncé. Cela doit être entouré d'un certain nombre de garanties, et c'est cela qui est à l'étude pour que le dispositif qui sera proposé soit effectivement conforme à la Constitution. Donc je le dis clairement, non, nous ne faisons pas rien. Oui, le texte tel qu'il figure aujourd'hui dans le Code civil permet déjà d'attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des 2 parents de manière provisoire et nous aurons dans quelques jours ou dans quelques semaines un dispositif qui sera verrouillé et performant. Voilà simplement ce que je souhaitais ajouter. Merci. Madame la rapporteure. Je voudrais juste vous redire le droit en vigueur actuellement. L'article 515-11, l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Donc, quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF, il peut déjà retirer l'autorité parentale. Ne pensons pas qu'il ne peut rien faire. C'est déjà prévu dans le Code.
Merci. Donc, je vais mettre aux voix. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public. Madame Préville. Madame Préville, vous n'avez pas utilisé votre droit d'explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Si tout est déjà dans la loi, comment est-ce possible qu'actuellement une femme victime de violence qu'il n'ait pas été décidé que l'autorité parentale ait été suspendue pour son mari violent et qu'ainsi puisse s'exercer sur les enfants des pressions quand il les a et des manipulations. Et ça, actuellement, j'ai un cas récent d'une femme qui m'a exposé ces faits-là. C'est impossible, ça. Il y a des manipulations sur les enfants, surtout quand ils sont adolescents, de dire, surtout quand il est resté dans le logement, que c'est lui qui est dans son bon droit. Les enfants ne connaissent pas tout ça. Les enfants se laissent manipuler facilement. Et donc, quand la femme victime de violence, en plus de vivre une situation déjà difficile, se trouve accusée par ses enfants d'être celle par qui tout le scandale arrive, en quelque sorte. C'est pas possible, ça. Et quand il y a des violences avérées, c'est vrai que suspendre juste cette autorité parentale, moi, ça me paraît évident qu'il faille le faire parce que c'est les enfants qu'il faut protéger aussi. Voilà, je vous remercie. Oui, explication de vote, Monsieur Brisson. Moi, je n'avais pas été convaincu par le fait que cette PPL, Madame la Ministre, n'est pas le bon véhicule. Pourquoi faut-il encore attendre alors que le Premier ministre va dans ce sens? Il y a dans cet hémicycle pas mal de consensus qui est en train de se créer, et je ne pense pas que les auteurs de la PPL soient opposés à ce qu'on enrichisse le texte dans ce sens-là. Je pense même le contraire. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi cette PPL n'est pas le bon véhicule et pourquoi il faudrait attendre alors qu'on n'a aucune certitude sur la suite. Je pense que là, on a l'occasion, sur l'autorité parentale, d'améliorer le texte. Merci. Je vais mettre aux voix. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission sur cet amendement numéro 60. Je rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Donc il va être procédé au scrutin public. Le scrutin est ouvert. Donc les résultats du scrutin numéro 26 sur l'amendement 60 rectifié, compte tenu de l'ensemble de délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 330. Pour l'adoption 116, contre 214. Le Sénat n'a pas adopté. Je mets aux voix maintenant l'amendement du gouvernement, l'amendement 122, avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Il n'y en a pas. Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Le 117 rectifié, il est retiré. Donc nous passons au 85 rectifié bis, qui est présenté par Madame Laurence Rossignol. Bien, puisque le Sénat vient de rejeter l'hypothèse d'une suspension de l'autorité parentale pendant l'ordonnance de protection, nous allons donc essayer de prendre néanmoins des mesures qui peuvent protéger la victime pendant l'ordonnance de protection des effets de l'autorité parentale conjointe. Dans les effets de l'autorité parentale conjointe, il y a le droit pour chacun des parents exerçant l'autorité parentale de connaître l'établissement scolaire dans lequel les enfants sont scolarisés. Donc cet amendement propose, presque un amendement de repli d'un certain point de vue, que la victime puisse demander que dans l'ordonnance de protection, il soit prévu que l'autre parent, le père le plus souvent, ne puisse pas connaître l'établissement scolaire de l'enfant, puisque c'est là qu'ils va venir chercher les enfants et la mère et enfreindre la protection que le juge a cru assurer à la mère. Donc, je vous propose de voter cet amendement de repli. Et en fait, je voulais dire à Madame la garde des Sceaux qu'il évoquait tout à l'heure le fait que, dans le cadre du Grenelle,
il y avait des groupes de travail sérieux qui réfléchissaient et faisaient des propositions. Lui dire que nous aussi, nous faisons un travail sérieux, mais que surtout, nous ne travaillons pas en vase clos. Les amendements qui sont là, en discussion, ils ne sont pas le fruit d'un colloque singulier que chaque sénateur aurait avec lui-même ou avec quelques autres sénateurs de sa commission ou de ses amis. Ces amendements, ils sont le produit des rencontres avec les mêmes associations, avec les gens que nous voyons dans nos circonscriptions, dans nos permanences, avec les cas, les espèces que nous connaissons, et en plus avec l'expertise des associations, des structures et des avocats, des avocats qui travaillent avec ces structures que vous consultez depuis 2 mois dans le cadre du Grenelle et que nous consultons, nous, depuis plus d'1 an, parce que nous travaillons au minimum, parce que voilà plus d'1 an que la Commission des lois, la délégation droits des femmes, entend et travaille sur tous ces sujets. Merci. Donc l'avis de la Commission sur cet amendement, Madame Mercier. Le 85 rectifié bis. Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. Donc, cet amendement tend à permettre au JAF d'autoriser la victime de violence à dissimuler l'adresse de l'établissement scolaire des enfants dans le cadre d'une ordonnance de protection. Il s'agit là de retirer à l'un des parents l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale. Il n'est donc pas possible de le faire si le juge ne retire pas l'autorité parentale au défendeur à une ordonnance de protection. Les deux sont liés. Si le juge confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des 2 parents, alors il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l'éducation de l'enfant. Je sais bien que vous avez compris, mais peut-être tout le monde ne l'a pas parfaitement compris, donc je me permets de redonner les explications. Alors, tout le monde a compris qu'on essaye de faire au mieux. En outre, la nouvelle interdiction de paraître que prévoit la proposition de loi permettra, le cas échéant, d'interdire aux défendeurs de se rendre dans le périmètre de l'école des enfants si le juge l'estime nécessaire. Nouvelle interdiction de paraître. Donc, c'est un avis défavorable. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Même avis. Même avis. Donc, explication de vote, Madame Laurence Cohen. Oui, parce que, alors là, c'est une démonstration extraordinaire. C'est-à-dire, on essaye de présenter des amendements, de les défendre, parce qu'effectivement, en tant que sénatrice et sénateur, on croit au travail législatif. On entend, je suis désolée, Madame la garde des Sceaux, je n'ai pas l'habitude de vous apostropher, mais on vous entend dire que vous êtes en train de faire un travail sérieux avec des auditions, il y a des groupes de travail, etc. On a un peu l'impression d'être méprisé et nous, d'enfiler des perles, alors que quand même, ou de faire autre chose, alors que quand même, nous faisons des auditions, nous faisons aussi un travail sérieux, non seulement dans l'hémicycle, mais sur le terrain, et y compris en étant, pour certains d'entre nous, des militantes et des militants associatifs, politiques, etc. Donc le travail sérieux, on le fait, et depuis très longtemps. Donc déjà, deuxième point. Et là, qu'est-ce que nous dit la rapporteure ? Ah, bah, je suis coincée finalement parce que je lis exactement le code et comme on n'a pas suspendu l'autorité parentale, eh ben, on ne peut rien faire. Alors ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais il faudrait peut-être anticiper quand il y a des amendements et peut-être réfléchir que quand on refuse des amendements, on va être coincé après. Et que le résultat de vos propos, Madame la rapporteure, et des décisions que vous induisez au niveau du Sénat, c'est que finalement, eh bien, les femmes victimes de violences ne vont pas être plus protégées à la sortie du vote de cette loi, et les enfants encore moins. Donc moi, je veux bien que nous ayons un travail utile. Madame la garde des Sceaux a redonné 3 points qui sont effectivement importants, qui vont dans le bon sens, mais en fait, il faut rester sur vos rails, rien que sur vos rails, parce que sinon, eh bien, finalement, l'initiative doit venir de votre part à un moment qui sera utile pour bien communiquer et autour du 25 novembre, parce que c'est une date emblématique. Je ne partage pas cette façon de faire, parce que les victimes vont rester dans le dénuement. Merci. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Simplement pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'a dit Madame la rapporteure et auquel la garde des Sceaux a acquiescé. J'ai donc bien entendu tout à l'heure que l'ordonnance de protection pouvait donc faire obstacle à l'exercice de l'autorité parentale.
vous mesurez, je pense, la portée de ce que vous avez affirmé. Car je ne pense pas, pour tout vous dire, que ce soit possible. Parce que l'autorité parentale est quelque chose qui se décide dans le cabinet du juge. Elle peut être retirée, accordée, exclusive, partagée. Mais vous ne pouvez pas empêcher un parent de l'exercer, sauf à suspendre l'exercice de l'autorité parentale. Merci, Madame Catherine Conconne. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la garde des Sceaux. En fait, l'exercice est très frustrant. On a fait un travail extraordinaire, sérieux, sur le terrain, pendant des semaines et des semaines, pour amener ce qu'on a jugé de pertinent, de légitime, de bon. Tout le travail que nous émettons aujourd'hui sous la forme d'amendements nous a pris des heures, nous a pris des jours. Et aujourd'hui, on apprend, aujourd'hui, en live, comme on dirait dans le monde du spectacle, eh bien, qu'il y a quelque chose d'autre qui est en préparation, avec des groupes de travail, et qu'on attendrait le 25 novembre, bon, tant mieux, c'est la Sainte-Catherine, pour pouvoir le présenter. L'exercice est très frustrant. Très, très frustrant. Autrement dit, accélérer la voiture, mais freiner-la en même temps. Donc, je crois que je ne sais plus ce qu'on doit faire là maintenant. Doit-on continuer de présenter des amendements? Doit-on le faire? Que va devenir cette loi à terme? Sera-t-elle utilisée à un moment donné? Que va-t-elle devenir quand l'autre loi va venir avec sa centaine de propositions? J'avoue que j'ai un vrai problème. Mais Madame la Ministre, je peux vous dire que le travail que nous avons fourni est un travail important, sérieux, et que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas par le fruit du hasard, c'est par une véritable implication, une vraie légitimité et des remontées de terrain qui nous ont été données à bon escient. Merci, Madame Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Moi, à mon tour, je m'associe aux différentes interventions. Je vais bien entendu voter cet amendement. Je me suis limitée dans le dépôt des amendements parce qu'au départ, et on avait même imaginé un vote conforme avant les auditions pour aller vite, pour répondre à une forte attente sociétale et pour répondre à toutes ces femmes en détresse et toutes ces victimes potentielles. Aujourd'hui, on le voit, on est avec plus de 100 amendements, donc on ne sait absolument pas, tout le monde ne s'est pas freiné et tous ces collègues ont eu raison parce qu'on le voit de toute façon. Il est impossible de traiter les violences faites aux femmes avec une ou deux mesures. Donc, bien entendu, je ne comprends absolument pas cette volonté de s'opposer systématiquement à ces amendements qui sont le fruit du terrain. La délégation aux droits des femmes qui auditionne régulièrement, qui avait fait un gros travail au moment du projet de loi de la secrétaire d'État Marlène Schiappa et qui avait fait une 60aine d'auditions, a auditionné tous les spécialistes que vous voyez. Moi, j'étais la semaine dernière au compte-rendu des groupes de travail, comme vous les avez appelés. On a rencontré que des gens qu'on côtoie depuis des années au sein de la délégation et qui nous font ces propositions depuis des années. Donc, il n'y a rien de nouveau dans les propositions qui sont proposées ce soir, mais je remercie toutes les collègues et tous les collègues qui les ont faites et qui ont décidé de ne pas finalement aller vers un vote conforme, ce qui était imaginé au départ, puisqu'on le voit bien, il y a du travail à faire avec cette proposition de loi et ça serait bien qu'on puisse accepter quand même des amendements qui sont tout à fait légitimes ce soir. Je vous remercie. Merci. Monsieur Brisson. Madame la garde des Sceaux, tout à l'heure, vous avez rendu hommage au Sénat et je vous pense très sincère. L'initiative de la loi, elle appartient aussi au Parlement. Et vous voulez aujourd'hui la réduire en vous appuyant sur un agenda du gouvernement dont on ne peut pas dire que sa cohérence saute aux yeux. Donc j'ai le sentiment que vous voulez nous réduire la capacité qui est la nôtre d'utiliser le véhicule législatif que nous avons dans les mains et qui vient d'ailleurs d'une proposition de loi d'un groupe qui est d'ailleurs un groupe dans l'opposition à l'Assemblée nationale et que vous avez soutenu. Donc nous trouvons dans le travail qui est le nôtre que c'est le bon véhicule, que ça nous permet d'aller vite. Et en plus, on a le sentiment
d'être à peu près en phase avec les propos même du chef du gouvernement. Donc on n'arrive pas à comprendre la logique de votre agenda, la logique de votre démonstration. Vous êtes enfermé dans la quadrature du cercle que vous avez posé vous-même. Et donc moi, comme Annick Billon, je voterai cet amendement. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, j'ai été saisi sur cet amendement d'une demande de scrutin public par la Commission. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici les résultats du scrutin numéro 27 sur l'amendement 85 rectifié bis, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence. Nombre de votants 342. Nombre de suffrages exprimés 342. Pour l'adoption 129. Contre 213. Le Sénat n'a pas adopté. Alors ensuite, j'ai donc l'amendement 84 rectifié bis, Madame Laurence Rossignol. Il est retiré. Le 62 rectifié, Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Monsieur Bigot, Monsieur Jacques Bigot. Il s'agit, mes chers collègues, de compléter l'article 515-11 du Code civil. Dans son dernier alinéa, il était prévu que dans l'ordonnance de protection, lorsque le juge des affaires familiales était amené à considérer que des enfants étaient en danger, il devait prévenir le procureur de la République. Nous proposons qu'on supprime cette indication en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, en considérant que le juge doit d'office informer le procureur de l'ordonnance de protection qu'il prend. Ça paraît d'autant plus indispensable que, dans le même texte, on a prévu que le dépôt de plainte n'était plus nécessaire au dépôt de la demande d'ordonnance de protection. Donc, bien évidemment, la démarche peut être faite devant le juge des affaires familiales sans que le procureur de la République soit informé d'un délit qui est commis à l'égard d'une femme. Pour rectifier cela, il me paraît indispensable, effectivement, de modifier le dernier alinéa de l'article 515-11 tel qu'il existe aujourd'hui, pour prévoir qu'en tous les cas, l'ordonnance de protection est communiquée au procureur de la République, à charge pour lui de faire une enquête et de suivre. Si nous voulons protéger les victimes, c'est une démarche qui est indispensable. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Donc, le présent amendement tend à informer le procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées. C'est déjà satisfait par le droit positif. Le parquet est présent à tous les stades de l'instance civile. Il reçoit toutes les demandes d'ordonnance de protection et est partie jointe à l'audience dans la plupart des cas. Il est informé des suites données à toutes les demandes d'ordonnance de protection, puisque la décision prise par le JAF lui est notifiée pour information par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. Et il doit procéder à l'inscription au fichier des personnes recherchées, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de contact ou de détention et de port d'armes, et bientôt celles faisant l'objet d'une interdiction de paraître, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le JAF effectue en outre auprès de lui un signalement spécifique sans délai de toute ordonnance de protection délivrée en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. Le but ici est que le procureur est de permettre, le cas échéant, la saisine du juge des enfants. Donc c'est un avis défavorable car satisfait. Merci Madame la Ministre. L'avis du Gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, même avis. Je considère que la manière dont le procureur de la République est saisi lui permet de signaler au juge des enfants une situation d'enfants en danger et que accepter votre amendement nuirait finalement à la protection de ces enfants. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Merci. Donc l'amendement est maintenu. Monsieur Bigot. Oui, d'abord, Madame la garde des Sceaux, ne veut pas dire, puisque
dans la proposition de on dit simplement que l'ordonnance de protection doit systématiquement qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas d'enfants dès lors qu'il y a une victime. Et Madame la rapporteure, ce que vous dites n'est pas en l'état actuel du texte et n'est pas une pratique courante et permanente. Sinon, ça se saurait. Il faut améliorer les choses. Donc, moi, je maintiens. Et, Monsieur le Président, je souhaite, si jamais il y a un scrutin public qui est demandé encore une fois, faire quand même l'observation que le texte que nous adoptons, que nous examinons aujourd'hui, il est le fruit du travail d'un jeune député apparemment extrêmement important, membre des Républicains. Les Républicains, ce soir, sont majoritairement absents. Nous essayons d'aller dans le sens de ce que voulait Aurélien Pradié, c'est-à-dire aller au-devant de ce que le gouvernement met du temps à faire. Il le dénonce lui-même en disant « Madame Schiappa fait des annonces, mais elle ne fait rien. Moi, je suis là pour faire des choses. » Nous voulons renforcer, sans esprit polémique, sans esprit politicien, ce que votre collègue député Aurélien Pradié a proposé. Et ce soir, alors que nous faisons des amendements sur ce texte pour l'améliorer et que les Républicains sont absents de ce débat très majoritairement, on utilise le scrutin public, ce qui est une façon de prolonger les débats sans répondre aux nécessités du moment, aux exigences des victimes. Merci. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement et je suis saisi d'une demande de scrutin public par la Commission sur l'amendement 62 rectifié. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable. L'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public. Le scrutin est ouvert. L'amendement est retiré. Donc l'amendement est retiré. Donc sur l'article. Alors sur l'article 2. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote sur l'article 2 ? Madame Laurence Cohen. Oui, moi je vais faire une explication de vote. Notre groupe sur cet article 2 était tout à fait disposé à le voter. Et parce que, effectivement, y compris, moi j'ai fait partie de la délégation qui a été reçue par le député Pradié, qui avait une certaine, je trouve, ouverture d'esprit, et qui faisait que, en tout cas, moi j'avais pas compris le message de voter une loi conforme. J'avais eu le sentiment, mais c'est vrai que j'ai un côté, moi, toujours positif, j'avais eu le sentiment qu'on allait pouvoir travailler et puis enrichir cette loi dans le sens de protéger mieux les victimes, que ce soit les femmes battues ou que ce soit les enfants. Et puis on voit bien quand même, mes chers collègues, qu'on est là face à plutôt, je dirais, un mur où finalement, ça ne passe pas. C'est-à-dire les améliorations. Mais j'allais dire, moi je suis dans l'opposition. Je vis ça, pas seulement pour cette loi-là. On va examiner le budget de la sécurité sociale, la bataille va être rude, et je pense qu'on va pas gagner beaucoup de choses au niveau de la modification du budget de la sécurité sociale. Mais on se battra. C'est pas le fait d'avoir une confrontation. Le problème, c'est que rien ne bouge et que surtout, les arguments qui nous sont donnés ne sont pas convaincants. Quand j'entends la rapporteure, à chaque fois qu'il y a un amendement qui est présenté, lire, ce qui est normal, les notes qui lui sont préparées, c'est tout à fait normal, tout le monde le fait, je n'ai aucune critique là-dessus. Mais en nous disant que tout est prévu dans la loi, alors qu'on constate, mes chers collègues, et là je pense qu'on peut être d'accord, on constate malheureusement qu'on en est à 129 féminicides, il y a quand même un problème, parce que si tout était prévu dans la loi, et si donc la loi protégeait aussi bien que ça, il n'y aurait pas les problèmes de violence qui sont vécus aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça qui bloque. Donc, nous n'allons pas voter en faveur de cet article, nous allons nous abstenir, parce que nous n'allons pas être contre des choses qui peuvent être quand même positives, mais c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et vraiment, je le déplore sincèrement. Merci. Madame Esther Benbassa.
Monsieur le Président, nous sommes là ce soir, déjà mes collègues l'ont bien dit, nous sommes là pour améliorer une loi qui va protéger ces femmes qui sont les cibles des violences conjugales. Je me pose la question, est-ce que nous devrions ce soir, vu l'obstruction, rester et continuer à débattre de ce texte? Et je vous pose cette question très sincèrement. Merci. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Monsieur le Président, ce qui se passe ce soir pour le groupe socialiste en tout cas, mais je pense pour l'ensemble du Sénat, est un moment peu glorieux. Ce texte a connu une vie parlementaire tout à fait exceptionnelle. Qu'une proposition de loi de l'opposition nationale soit retenue, qu'elle soit finalement assez largement modifiée en commission, donc clairement avec la majorité En Marche, pour finalement être votée à l'unanimité totale des députés, traduisait une volonté de dépasser nos clivages politiques classiques, moins fréquents au Sénat, mais quand même, et donc traduisait cette tension vers un seul objectif, trouver le meilleur dispositif pour lutter contre les violences conjugales. Le texte est arrivé au Sénat dans des conditions invraisemblables, très peu de jours pour travailler. La rapporteure a été mise dans une situation extrêmement difficile d'organiser des auditions de manière effrénée pour pouvoir être en situation quand même de présenter ses observations ce soir, sachant les raisons pour lesquelles le texte est venu aussi rapidement. Et puis, la garde des Sceaux qui nous explique qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais qu'en fait, ce n'est pas le moment et qu'il faudra attendre le 25 novembre pour que l'opération de communication de Monsieur le Premier ministre, sans doute, mais aussi de Madame Schiappa, puisse prendre tout son essor. On a fait beaucoup de propositions et on l'a bien vu ce soir sur ces bancs. D'ailleurs, le début de la séance le montrait, c'est sans doute ce qui a inquiété les uns ou les autres. Nous étions dans un état d'esprit constructif, tous. Et nous avions dans cet hémicycle ceux qui s'intéressent au sujet. Il faut être clair. Ceux qui ne sont pas là sont essentiellement des personnes qui ne se concentrent pas sur ces sujets. Pas tous, certains ne pouvaient pas être là. Donc, nous sommes dans un désarroi total. Donc cet article 2, qui a beaucoup d'imperfections, vous le savez, Madame la garde des Sceaux, puisqu'il y a même des imperfections techniques que vous allez devoir surmonter, je ne sais pas comment d'ailleurs. Cet article 2, nous nous abstiendrons, nous n'y ferons pas obstacle. Mais ensuite, nous allons vous laisser travailler entre vous. Monsieur Buffet n'aura plus besoin de demander des scrutins publics. Vous pourrez ensuite voter les amendements qui vous conviennent. Nous n'aurons pas besoin de développer les arguments que nous tentons de développer devant vous. Et ainsi, vous assumerez la responsabilité de ce travail parlementaire bâclé qui avait pourtant si bien commencé à l'Assemblée. Merci. Madame Victoire Jasmin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, j'ai honte de ce qui est en train de se passer ici ce soir. Il y a seulement quelques jours, la délégation droits des femmes du Sénat fêtait ses 20 ans. Nous avons travaillé, mais nous avons surtout reconnu que des pionniers, des pionnières ont fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Des hommes et des femmes ont souvent pris leurs responsabilités en conscience pour que nous puissions aujourd'hui, grâce à leur travail, grâce aux textes qu'ils ont souvent fait voter dans la douleur, mais avec honnêteté, eh bien, nous avons eu une belle matinée de travail pour fêter ces 20 ans. Mais j'ai honte aujourd'hui. J'ai très honte parce que, au début de cette séance, le sénateur Sueur a fait un rappel au règlement, justement pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui a annoncé un autre texte. Soit. Aujourd'hui, nous avons travaillé, beaucoup d'entre nous ont fait des amendements. Eh bien, nous voyons que, alors qu'à l'Assemblée nationale, tous les députés, et vous le savez mieux que moi, ont voté en faveur de ce texte. Arrivé au Sénat, alors que c'est le groupe LR qui propose, c'est un député LR qui propose, eh bien, aujourd'hui, vous êtes dans un affrontement inqualifiable, injustifié, malhonnête, je dirais même,
Parce que, Madame la ministre, que ce soit vos décisions, que ce soit les décisions de la rapporteure et peut-être de la commission, j'en sais rien, mais moi je ne trouve pas honnête que vous ayez un tel comportement à notre égard. Je veux qu'on nous respecte. Quand vous dites que vous travaillez avec des personnes sérieuses, cela veut dire que nous, ici, nous ne travaillons pas de façon sérieuse. Alors que des auditions, je suis sénatrice depuis 2 ans, mais depuis 20 ans, des sénateurs et des sénatrices ont travaillé pour que nous soyons aujourd'hui au stade où nous en sommes. Je ne reconnais pas le Sénat ce soir. Je suis vraiment désolée. J'ai honte. Madame Billon. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la garde des Sceaux. À ce stade de la discussion et compte tenu des différents états d'âme, d'ailleurs tout à fait justifiés sur ces bancs, et compte tenu de la colère qui se dégage de nous tous, puisqu'il y a eu du travail de fait, ce travail ne peut aboutir ce soir, est-ce qu'il serait possible d'avoir une suspension de séance de 5-10 minutes au titre de la... Pardon ? Ben, je la demande, excusez-moi, chers collègues, je la demande au président. Donc, est-il possible d'avoir une suspension de séance pour voir si, au sein de la délégation déjà aux droits des femmes, ou comment on peut avancer sur ce texte? Merci. Je vais vous répondre dans quelques instants. Madame la ministre, vous voulez intervenir? Oui, Monsieur le Président, je voulais juste être très claire et m'adresser à Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Quand j'ai parlé de groupe de travail sérieux, si j'ai utilisé ce terme, et sûrement puisque vous l'avez relevé, ce n'était évidemment pas par opposition à ce que ferait le Sénat. Il faut être ici extrêmement clair. Je sais, et j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises, à quel point il se fait un travail extrêmement sérieux au Sénat et dans ses commissions. Et ces choses-là, je l'ai dit clairement. Et Madame la sénatrice Jasmin, lorsque vous disiez tout à l'heure que tous les amendements étaient rejetés, Madame la sénatrice, le gouvernement a aussi proposé des amendements qui ont été rejetés. Je ne vois pas là de gage de rupture de confiance et les choses, pour moi, sont très claires. Nous n'avons pas, sur un certain nombre de points, les mêmes positions, mais je respecte, je le dis clairement, je respecte pleinement le travail qui est ici fait par le Sénat. Je reçois à la chancellerie énormément de parlementaires, y compris d'ailleurs des sénateurs, et je suis prête à prolonger avec vous le travail de réflexion qui a été fait jusqu'à présent. Je voudrais, là, ici, vous l'assurer. Merci Madame la Ministre. Donc, une suspension de séance est tout à fait possible après le vote de l'article 2, puisqu'on a engagé la procédure d'explication de vote sur l'article 2. Donc, sur l'article 2, j'ai été... Madame Josiane Costes. Merci Monsieur le Président. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que aucun amendement n'est passé pour protéger les enfants. Les enfants sont les grandes victimes, donc rien n'a été fait, et ça, c'est vraiment un regret. Et je ne sais pas ce que je ferai sur l'article 2. Très bien. Il n'y a pas d'autre explication de vote sur l'article 2. Donc, saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'article 2. Donc, il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Et voici le résultat du scrutin numéro 28 sur l'article 2. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique notifié à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 247, pour l'adoption 247, contre 0. Le Sénat donc a adopté l'article 2. Voilà pour cette séance qui s'est terminée donc sans les sénateurs socialistes et communistes. Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes, a regretté une fin de séance, je cite, relativement triste, alors qu'elle avait démarré dans une espèce d'élan de grande cohésion, a dit la sénatrice. Un rendez-vous manqué sur un sujet qui avait fait pourtant consensus à l'Assemblée nationale. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On revient sur tous ces événements dans les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.